Le candidat Macron est donc redescendu dans l'arène. Il y est resté. Vous avez pu le suivre sur BFM TV longtemps, plus d'1h30 pour présenter ses mesures, sans oublier les réponses aux journalistes pendant bien 2h30. 50 milliards d'euros, c'est le coût de son programme qui prévoit entre autres 15 milliards de baisse d'impôts. Nous allons revenir rapidement dessus avec Aurore Berger, qui est députée La République En Marche des Yvelines et présidente déléguée du groupe à l'Assemblée nationale. Nous retrouverons dans un instant Agnès Evren, députée européenne Les Républicains et porte-parole de Valérie Pécresse. Gaëtan Mélin, chef de notre service économique, est avec nous. Benjamin Duhamel, journaliste politique, lui aussi, et Christophe Barbier, éditorialiste politique de notre chaîne. Gaëtan, quelle est la mesure économique qu'il faut retenir de cette nouvelle candidature? Alors, il y en a plusieurs. On en retiendra 5 principalement. Tout d'abord, dans l'agriculture, une loi pour l'installation des jeunes agriculteurs et la volonté d'investir très nettement. C'est véritablement quelque chose de nouveau. On n'en avait pas entendu parler jusqu'à présent. Ensuite, effectivement, la volonté de glisser vers un âge légal de départ à la retraite à 65 ans, un RSA sous condition, entre 15 et 20 heures de formation. On notera également l'objectif du président, atteindre le plein emploi en 5 ans. Et pour cela, on va poursuivre la réforme du marché du travail et la réforme de l'assurance chômage. Et là aussi, c'est une nouveauté, puisqu'on pensait tous qu'elle était terminée, cette réforme du chômage. Eh bien non, le candidat Macron veut inciter au retour à l'emploi quand la conjoncture s'améliore, mais mieux protéger quand la conjoncture se dégrade. On a retrouvé le même homme, Christophe Barbier, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Il y a quelque chose qui change. D'abord, c'est un candidat, donc sa parole n'est plus autoritaire, il est à la disposition des journalistes. Et puis, le candidat retrouve un mélange d'expertise des dossiers et de propositions. C'est néanmoins un candidat de continuité. Il ne va pas dire qu'il va faire le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Donc il corrige, il complète. Dans certains sujets, il explique pourquoi il a changé. Et puis c'est un candidat qui a compris l'exercice jupitérien excessif et qui rend la parole. Convention citoyenne sur la fin de vie. Pour moi, c'est une annonce majeure sur un sujet aussi compliqué. Dire que ce sont les citoyens qui vont débattre. Et on sait les limites de cette méthode. Mais comment faire autrement? Et commission transpartisane sur les institutions. Je rends au peuple, je rends aux partis une partie de la réflexion. Leur décision sera mienne. C'est un président des corps intermédiaires, de ce qui s'y apparente, qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans. Vous avez tous le droit de choisir la mesure qui vous a le plus marqué, en fonction de vos compétences, bien sûr. Benjamin Duhamel. Moi, il y a 2 éléments qui me frappent. Le premier, c'est cette volonté qu'il a d'essayer de maintenir un équilibre, notamment face aux accusations, et sans doute Agnès Evren le répétera, d'avoir piqué des mesures à la droite. C'est vrai qu'il y en a qui viennent de la droite, la retraite à 65 ans, le RSA, ça c'est très clair. On ne peut pas dire non plus que ça soit très à gauche, si je puis me permettre. Ça, c'est certain. Mais il y a quand même une volonté d'équilibre. C'est-à-dire qu'on dit RSA, on conditionne à travail ou formation, et dans le même moment, on dit oui, mais les aides sociales seront versées automatiquement. On fait la retraite à 65 ans, et en même temps, on fait, ce qui est pour le coup, vous me parliez d'une mesure importante, le chèque, pas le chèque, le compte épargne-temps universel. Ça, c'est une vraie mesure qui, pour le coup, correspond à ce qu'était le macronisme originel de 2017. C'est-à-dire l'idée, compte épargne-temps universel, l'idée qu'il soit portable, que quand on change de travail, on peut le garder, qu'on décide soit de monétiser, c'est-à-dire soit d'avoir plus de temps, soit d'avoir plus d'argent. C'est l'idée, au fond, qu'il vaut mieux essayer de protéger les personnes plutôt que les emplois. Ça, c'était le premier commentaire. Et puis le deuxième, sur la forme, ce qui est intéressant, on voit bien qu'il y a effectivement une volonté presque de surjouer les réponses aux questions à un président qu'on a accusé de ne pas suffisamment répondre, de ne pas vouloir descendre dans l'arène. Et cette impression, au fond, parfois, que c'était presque une sorte de discours de politique générale, que ce n'était presque pas le candidat. Quand il dit, par exemple, voilà ce qu'on va mettre en place, qu'il utilise le futur et pas le conditionnel, comme si, au fond, l'élection était quasiment déjà acquise. D'ailleurs, quand une de nos consoeurs lui demande ce qu'il ferait s'il perdait, il ne sait même pas quoi répondre. Comme si, au final, l'élection n'était non pas jouée, mais qu'en tout cas, dans sa tête, il y avait assez peu de perspectives pour une défaite. Oh, Berger, la question n'est pas facile. C'est quoi, finalement, le programme et l'événement marquant de ce second quinquennat, s'il a lieu, dans les annonces qui viennent d'être faites par le président de la République? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a la nécessité de poursuivre et d'amplifier ce qui a été conduit. On ne va pas faire, pendant les 5 prochaines années, si les Français nous font confiance, l'inverse de ce qu'on a fait. On doit poursuivre et amplifier. On doit le faire avec une méthode qui associe beaucoup plus les Français. C'est l'un des grands enseignements quand même de ces dernières années, la nécessité d'associer les Français, d'associer les corps intermédiaires de manière beaucoup plus marquée. Et je crois que les exemples Vous nous dites que le président a eu un exercice solitaire du pouvoir et qu'il s'en rend compte? Non, je dis qu'on a la nécessité de démontrer que l'élection, elle est évidemment celle qui donne la légitimité, contrairement à ce que certains disent, mais que ça n'est pas une fois tous les 5 ans et que la parole, elle doit circuler entre l'exécutif et le législatif. Elle doit aussi, encore une fois, associer les Français sur des sujets qui les concernent directement. On a fait le grand débat, on a fait la Convention citoyenne pour le climat, il faut aller plus loin. Et puis continuer un projet qui était un enjeu clair qu'on avait énoncé en 2017 de lutte contre les inégalités à la racine et donc le reprendre à la fois sur la question de l'école, sur la question de la santé
et la réduction des impôts. Je crois que ça, ce sont des marqueurs aussi de ce qu'on porte depuis 2017. Et là encore, je vous dis poursuivre et vraiment amplifier la dynamique qui est la nôtre. Agnès Evren, une première, d'abord merci d'être avec nous, une première réaction à cette conférence de presse du président de la République. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit parfaitement bien Benjamin Duhamel. Évidemment, on sait maintenant pourquoi Emmanuel Macron a retenu si longtemps sa candidature. C'est parce qu'il attendait tout simplement de piller le programme de ses adversaires. Et tel une pie, il est allé vers ce qui brillait le plus, c'est-à-dire le projet de Valérie Pécresse, qui est le plus précis, le plus solide et le plus chiffré. Et pour le coup, je ne suis pas d'accord avec ma collègue Aurore Berger, puisqu'elle dit qu'il ira dans la continuité. Non, sur 3 sujets principaux, je trouve que Emmanuel Macron, en fait, fait exactement l'inverse, propose en tout cas exactement l'inverse de ce qui a été fait depuis 5 ans. Sur le premier sujet, qui est un sujet absolument crucial, et on l'a vu avec cette guerre en Ukraine et ses conséquences sur le pouvoir d'achat, l'indépendance énergétique. Et de ce point de vue-là, c'est une volte-face à 180 degrés. Il avait fermé Fessenheim, il avait menacé de fermer 12 réacteurs, et aujourd'hui, on réouvre 12 réacteurs, et donc c'est 50 perdus. Sur le régalien, pareil, on le sait, c'est son principal talon d'Achille. Et d'ailleurs, 62% des Français considéraient que son bilan de ce point de vue-là était très mauvais. Rien sur l'application des peines, qui est le nœud du problème. Il l'a à peine effleuré. Et enfin, sur le social, il dit vouloir protéger les plus vulnérables, sauf qu'il n'y a eu ni de réforme de la dépendance, de l'autonomie, ni de réforme des retraites durant ces dernières 5 années. Donc voilà, encore une fois, c'est là en même temps, on a un projet qui est l'exact inverse de ce qui a été fait depuis 5 ans. Sur le pouvoir d'achat, pareil, honnêtement, il n'y a aucune mesure pérenne qui vise, à part des chèques qui sont distribués, ça c'est one shot. Valérie Pécresse est la seule à proposer une augmentation durable des salaires. Je le redis, c'est une augmentation de 10% sur 5 ans et de 3% dès le mois de juillet. Voilà. Agnès Evren, excusez-moi, mais je suis quand même surpris par cette analyse que vous faites en nous disant il pille le programme de Valérie Pécresse. Mais alors donc, vous dites à vos électeurs, votez Macron. Enfin, ça revient à ça d'une façon ou d'une autre. Non, on reconnaît tout simplement que, en fait, il est dans le en même temps où j'essaie un peu de préempter, j'essaie un peu de faire de la triangulation à droite et je fais de la triangulation à gauche pour aller, encore une fois, draguer l'électorat de droite. Et on l'a vu, c'est vrai, c'est le cas sur la réforme des retraites, sur les droits de succession également. Il n'y a pas que le RSA, sur les droits de succession, voilà, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et donc ça, pour le coup, on est habitué. En tout cas, on est quand même à 3 semaines d'une élection présidentielle. Moi, je continue de dire que, en effet, on est demandeur d'un débat. Un président, ça a besoin d'être challengé. Un président, ça a besoin d'être contredit. Discutons face à face sur toutes les propositions qui sont mises sur la table. On est quand même dans une situation gravissime au plan international avec une guerre aux frontières de l'Europe. Je considère que ça justifie, ça nécessite un débat, que les Français entendent en effet ce qui est véritablement proposé projet contre projet. Aurore Berger vous répond et on abordera une autre question juste après. Ce qui m'interpelle dans la réaction d'Agnès Evren, c'est que finalement, elle ne conteste aucune des mesures qui ont été proposées aujourd'hui par le candidat et président de la République. Sur le nucléaire, oui, on a un enjeu d'indépendance énergétique. Ça veut dire donc évidemment qu'elle valide ce que nous faisons et ce que nous souhaitons faire. Oui. Sur la nécessité évidemment de réformer les retraites, évidemment, elle valide aussi ce que le candidat souhaite entreprendre. Sur le fait de continuer à baisser les impôts, la CVAE pour les entreprises, la suppression de la redevance et aussi évidemment la question des droits de succession, ça veut dire qu'il y a là encore un accord des Républicains. Donc j'ai du mal à voir concrètement le projet alternatif qui est proposé, à part ce que nous avons corrigé. On a corrigé tout simplement l'emploi supplémentaire de 10 000 policiers et gendarmes, là où la droite en avait supprimé 12 500 et Valérie Pécresse, qui était à l'époque ministre du Budget. On a corrigé aussi ce qui se passait au sein de l'hôpital, là où malheureusement la tarification à l'acte mise en place par la droite a détruit, on le sait, l'hôpital et a mis à mal ce service public qui était absolument essentiel et qui a éclaté aux yeux de tous les Français aujourd'hui. Donc moi, il n'y a pas de pillage, il y a juste une trajectoire. Cette trajectoire, elle a commencé en 2017 avec la nécessité de dire qu'à un moment, on assumait de faire les réformes qui s'imposaient, peu importe d'où prétendument elles venaient. Et je crois que c'est essentiel, ce qu'on fait sur l'école notamment, ce qu'on propose sur la santé, ce qu'on propose sur les aidants, ce qu'on propose sur l'agriculture, je ne l'ai entendu nulle part ailleurs aujourd'hui. Arrêtons-nous sur l'école, Christophe Barbier. Est-ce qu'en effet, il y a des choses importantes et innovantes annoncées par le président de la République? Oui, l'idée de revaloriser les enseignants, mais en leur confiant de nouvelles missions, l'idée d'aller vers aussi plus d'autonomie pour les établissements, c'est un tonneau de dynamite, on le sait. C'est très compliqué. Il aime bien ça, généralement, Emmanuel Macron. Oui, ça c'est de la réforme structurelle, c'est pas seulement changer des indices pour mieux rémunérer les profs. Quelle nouvelle mission
comment concerter avec les professeurs pour qu'ils acceptent ces nouvelles missions. Là, on aura intérêt à rentrer assez vite dans le détail et peut-être de voir comment sur les territoires ça va être très différent parce qu'en effet, comme il l'a dit, dans les quartiers nord de Marseille ou dans les Hautes-Alpes, ce ne sont pas les mêmes défis scolaires. Et puis surtout, ce chantier de l'autonomie des établissements, ne pas transformer les chefs d'établissement primaire, collège ou lycée en chefs d'entreprise, mais quand même leur donner la liberté par une certaine forme d'initiative, voire de concurrence, eh bien, de motiver les enseignants à venir travailler chez eux plutôt qu'ailleurs. Ça, c'est une vraie révolution. Il faudra l'expliquer aux syndicats. Benjamin Duhamel. Oui, très intéressant sur l'école, parce que l'explication que fait le candidat Macron, c'est de dire il suffit pas de rajouter du budget. Il y a un certain nombre de domaines, la santé, l'école, où il va falloir changer la manière de voir les choses, le système, d'où effectivement ce que disait Christophe sur la nécessité d'aller vers plus d'autonomie des établissements, mais aussi des universités. Et là encore, ce qui est amusant par rapport à ce que dit Agnès Evren et ce que dit le camp des Républicains sur le fait que Emmanuel Macron aurait tendance à aller dans le regarder du côté de la droite. Moi, le discours d'Emmanuel Macron m'a rappelé ce qu'était le discours du candidat Nicolas Sarkozy en 2012, qui là encore proposait une sorte de Big Bang qui consistait à dire il faut moins de profs, ça c'est pas ce que dit Emmanuel Macron, mais par contre, ceux qui seront davantage rémunérés seront ceux qui accepteront de rester davantage de l'État dans l'établissement pour faire du soutien scolaire, pour faire davantage. Donc il y a indéniablement de la part du candidat Macron une volonté de regarder vers la droite. Maintenant d'un mot, Yves, utiliser cet argument du côté des Républicains, c'est une forme de suicide politique. Pour une candidate Valérie Pécresse, à qui on a reproché de ne pas avoir suffisamment d'identité politique et à qui on a reproché de devenir en somme de risquer d'être une sorte de futur Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est prendre un risque. D'ailleurs, la question a été posée à Emmanuel Macron, il a dit « moi je suis prêt à travailler avec tout le monde », ce qui est évidemment un piège tendu à la candidate Les Républicains. Un piège? Oui, bien sûr, c'est un piège parce que vous êtes électeur de droite. Si vous avez deux programmes dont on vous dit ils se ressemblent, vous allez choisir le vainqueur. Or, il se trouve que dans les sondages actuellement, Emmanuel Macron a beaucoup d'avance sur Valérie Pécresse. Donc, ça peut être un argument supplémentaire qu'apportent les LR dans leur critique à des électeurs de droite hésitants pour aller plutôt vers la droite qui va gagner que la droite qui va perdre. Donc, c'est à manier avec prudence du côté des Républicains. Il y a une mesure sur le pouvoir d'achat qui est intéressante, c'est celle qui va concerner le leasing des voitures électriques pour les ménages modestes. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de renouvellement des flottes. Justement, on sait pertinemment qu'aujourd'hui, les voitures diesel, celles qui consomment le plus, sont utilisées par les ménages modestes qui n'ont pas aujourd'hui les moyens de changer leur voiture. Et même si on rajoute toutes les primes, eh bien, ça ne suffit pas. Le candidat Macron a parlé de développer les mécanismes de leasing pour favoriser l'achat de véhicules électriques. Et ça, c'est une annonce qui est vraiment nouvelle et qui, effectivement, pourrait être une solution pour ces ménages. Ça a un écho, vous le pensez? Enfin, en tout cas, dans l'esprit et dans la vie des Français? Si on met des bornes électriques partout sur le territoire français, qu'on soyons bien d'accord. Oui, ben voilà, c'est quasi impossible dans des délais raisonnables. Et qu'on permette aux ménages d'acquérir ce genre de véhicules sans que ça leur coûte rien, ça peut fonctionner. Mais voilà, toute la question, c'est de mettre des bornes partout et puis que finalement, l'acquisition d'un tel véhicule ne coûte pas à ces ménages modestes. Berger. Et puis, c'est un enjeu aussi de réconcilier les enjeux écologiques et les enjeux sociaux. C'est ça le principal défi. Aujourd'hui, on a souvent ceux qui vous disent il faut faire, il faut s'engager, mais beaucoup de ménages qui vous disent nous, on n'a pas les moyens de faire. D'où la question de la rénovation thermique des logements. Il l'a redit, l'objectif de 700 000 logements supplémentaires qui doivent être transformés et donc d'accompagnement et de soutien de l'État vers ces ménages. Aussi, en effet, sur la transformation et le changement de véhicule, on l'a fait avec des aides directes, mais parfois les aides, elles suffisent pas, parce que le complément que vous devez faire, vous n'avez pas les moyens de le faire. Si l'État vient et vous permet justement de l'avoir en leasing, alors en effet, vous pouvez être maître de votre propre transformation écologique. Les Français le souhaitent, mais il faut que l'État les accompagne beaucoup plus. On a retrouvé le même homme, c'est ma dernière question. Ou vous trouvez que il a évolué, il a changé, je sais pas, il a pris en maturité? Idéologiquement, par rapport à 2017, il y a un certain nombre de permanences sur la volonté d'essayer de tenir les deux bouts. On n'ose même plus dire le en même temps, tellement c'est devenu une sorte de poncif journalistique et politique. Il y a ce coup de barre à droite sur un certain nombre de sujets. Coup de barre à droite qui résulte aussi sans doute d'une forme d'expérience pendant 5 ans où il a touché du doigt les limites du système sur la réorganisation de l'État, sur un certain nombre d'immobilismes et de blocages, que ce soit notamment à l'école ou dans le système de santé. Et puis, il y avait cette volonté de la part du chef de l'État de montrer dans cette sorte de conférence de presse interminable qui dure 4 heures que cette fois, il rentrait vraiment dans le costume du candidat. Parce qu'il a répondu à Gérard Larcher un peu vivement, effectivement, Gérard Larcher qui dit il y a un risque d'illégitimité. Il a dit le président du Sénat ne devrait pas dire ça. Mais il n'empêche, dans l'entourage du chef de l'État, on a conscience qu'il faut que le débat présidentiel ait lieu pour que précisément celui qui sera élu ait le mandat pour mener un certain nombre de réformes, d'où cette volonté désormais de faire campagne.
vraiment. Et pour autant, il continue à être droit dans ses bottes sur le fait qu'il ne veut pas débattre avec ses concurrents, ses adversaires. Là-dessus, il ne changera pas d'avis. Merci beaucoup les uns et les autres. Vous avez pu suivre l'intégralité de la conférence de presse du président de la République sur BFM TV. On va partir maintenant en Ukraine où la situation ce soir est particulièrement dramatique. J'ai envie de vous dire